bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour commencer, bravo Paris, votre saison est incroyable et une victoire dans ce mondial serait comme un point d'exclamation sur une saison déjà réussie en tout point. Mais il reste une dernière étape, Chelsea. Comme tu l'as vu dans le sommaire, on va décortiquer les éléments clés de cette finale point par point, histoire que tu aies toutes les infos avant le match. Donc comme d'habitude, installe-toi bien et on démarre tout de suite avec le contexte du match. C'est parti, on y est. On connaît enfin l'affiche de la finale de la première édition de cette Coupe du Monde des clubs nouvelle formule, Chelsea, Paris Saint-Germain. Une rencontre anglo-française entre deux clubs européens au parcours bien différents, mais qui ont tous les deux légitimement mérité leur place en finale. Commençons par Chelsea, qui a souvent été moqué depuis l'arrivée de Todd Boehly à la tête du club, notamment en raison d'une politique de transfert jugée incompréhensible, marquée par un empilement de joueurs difficiles à justifier. Néanmoins, cette saison 2024-2025 marque clairement un tournant dans le projet. On sent un vrai renouveau et une nouvelle dynamique du côté des Blues. L'arrivée d'Enzo Maresca n'y est pas étrangère. Sous sa direction, Chelsea a décroché une belle 4e place en Première Ligue. À cela s'ajoute un titre en Europa Conference League qui vient récompenser un gros travail mené par le coach et son staff tout au long de la saison. Et dans cette Coupe du Monde des clubs, Chelsea confirme. Leur qualification en finale s'est construite au fil d'un parcours très solide. En phase de groupe, les Blues terminent 2e juste derrière le club brésilien de Flamengo. Et en 8e de finale, dans un duel européen, ils éliminent Benfica avec un large succès 4-1 après prolongation. Puis viennent les succès contre deux clubs brésiliens qui étaient jusque-là les très belles surprises de ce tournoi. Palmeiras en quart de finale, puis Fluminense en demi-finale. Et c'est ainsi que Chelsea a validé son ticket pour la grande finale de ce mondial. Côté Paris Saint-Germain, le parcours est remarquable. Après avoir terminé premier du groupe B, les Parisiens ont littéralement déroulé en phase finale. En 8e de finale, ils balayent l'Inter Miami 4-0. Puis en quart de finale, c'est au tour du Bayern de se faire sortir 2-0. Et en demi-finale, les Parisiens n'ont fait qu'une bouchée du grand Real Madrid 4-0, une démonstration. Le PSG est désormais en lice pour décrocher un 5e titre cette saison, ce qui serait tout simplement historique, non seulement dans l'histoire du club, mais aussi dans celle du football mondial. On vient de voir le parcours de ces deux équipes jusqu'à cette finale. Maintenant, voyons l'historique des confrontations entre ces deux clubs. Ici, tu peux voir les 10 dernières confrontations entre le Paris Saint-Germain et Chelsea. Sur ces 10 matchs, le PSG en a gagné 3, Chelsea 2 et 5 se sont soldés par un match nul. Historiquement, léger avantage pour le club parisien, mais attention, Chelsea n'a pas laissé que des bons souvenirs. Tu te souviens sûrement de ce fameux quart de finale retour de Ligue des Champions en 2014, un match qui a marqué les esprits. À l'aller, Paris avait pourtant pris une belle option en s'imposant 3-1 au parc grâce à des buts d'Ezequiel Lavezzi et Javier Pastore. Mais au match retour à Stamford Bridge, le Chelsea de José Mourinho a complètement renversé la tendance. Dans les toutes dernières minutes, Dembaba crucifie les Parisiens en inscrivant le but du 2-0, synonyme d'élimination pour le PSG. Un véritable coup de massue pour les hommes de Laurent Blanc qui voient leur rêve de demi-finale s'envoler à quelques instants du coup de sifflet final. Heureusement, les confrontations face à Chelsea ont aussi offert de très beaux souvenirs aux supporters parisiens, comme par exemple en 2015, en 8e de finale retour de Ligue des Champions, réduit à 10 contre 11 dès la 30e minute de jeu après l'expulsion de Zlatan Ibrahimovic, les hommes de Laurent Blanc ont tenu bon, et en prolongation, Thiago Silva va offrir la qualification à son équipe après une tête légendaire qui restera longtemps dans les mémoires de nombreux supporters. À présent, une nouvelle page s'apprête à s'écrire ce dimanche. Pour le Paris Saint-Germain, sera-t-elle triomphante comme en 2015 ou bien synonyme de déception comme en 2014? J'attends ton avis et ton pronostic en commentaire. Bon, on a vu le contexte, on peut maintenant rentrer dans le vif du sujet et analyser ce qui se passe sur le terrain. Les compos et les dispositifs, c'est parti. Commençons par le Paris Saint-Germain. Bon, je ne vais pas trop m'attarder sur cette compo, même si tu n'es pas un supporter du PSG, je pense que tu dois la connaître par cœur tellement on les a vus jouer cette année. Je vais quand même signaler deux choses. Au cas où tu ne le sais pas, Pacho et Hernandez ne seront pas présents contre Chelsea, puisqu'ils ont écopé de 2 matchs de suspension. Du coup, on reverra exactement le même 11 qui a joué contre le Real, c'est l'équipe que tu as sous les yeux. Passons à Chelsea. C'est la première fois que j'en parle sur la chaîne, donc on va s'y attarder un peu plus. Avant de poursuivre, je vais être honnête avec toi. J'ai regardé beaucoup de matchs de Chelsea cette saison, mais dans ce mondial, à part le dernier match contre Fluminense, je n'ai pas vu grand-chose. Du coup, pour préparer la vidéo, j'ai essayé de rattraper mon retard, et je vais te montrer ce que j'ai trouvé d'intéressant. Donc pour commencer, on va essayer de comprendre quels sont les dispositifs tactiques que Chelsea a utilisés depuis le début de ce mondial. Alors, si tu commences à me connaître, tu sais que je n'aime pas trop me référer aux dispositifs tactiques qu'on voit sur les feuilles de match. Donc c'est pour ça qu'on va analyser plutôt le positionnement moyen des joueurs de Chelsea à chaque match depuis le début de ce mondial. Ici, vous avez le positionnement moyen des joueurs lors du premier match face au Los Angeles FC. On distingue 3 lignes bien définies, une ligne de 3 défenseurs,
une deuxième composée de 3 milieux et la ligne offensive avec 4 attaquants. Donc ça donne en gros un dispositif en 3-3-4. Passons au deuxième match contre Flamengo. Donc on devine une sorte de 4-4-2 avec des latéraux très hauts sur le terrain au vu du positionnement de Cucurella et de Malo Gusto. Face à l'Espérance de Tunis, on observe cette fois-ci une structure plutôt en 4-3-3, avec un milieu de terrain composé du trio Romeo Lavia en pointe basse, Nkunku en milieu axial droit et Enzo Fernandez en milieu axial gauche. Face à Benfica, on devine un 3-4-3 avec une défense à 3, composée de Badiachil, Colwill et Reece James. J'ai vu ce match en replay et je vous confirme qu'Enzo Fernandez, ici avec le numéro 8, a joué très excentré dans ce match. Pour les deux derniers matchs, on va aller un peu plus vite parce que je pense qu'on a déjà pas mal d'éléments à analyser. Contre Palmeiras en quart de finale, Chelsea s'est présenté dans une sorte de 3-4-1-2. Et en demi-finale contre Fluminense, c'est difficile d'identifier clairement un système. Deux joueurs semblent évoluer dans le même espace, ce sont Nkunku et Palmer. Et si on reprend la feuille de match que je t'ai brièvement présentée tout à l'heure, regarde ça, on remarque un vrai paradoxe. Nkunku est censé évoluer sur l'aile gauche, tandis que Palmer est positionné en milieu axial droit, donc deux zones complètement opposées sur le terrain, et pourtant qu'on analyse leur positionnement moyen, ils jouent sur la même zone. Bon, qu'est-ce qu'on peut en conclure de tout ça ? Alors, bon, déjà, comme tu l'as vu, je pense qu'on a bien fait de s'intéresser au positionnement moyen des joueurs plutôt que de regarder les compos sur les feuilles de match. Il y a souvent un décalage entre la compo sur la feuille de match et ce qui se passe réellement sur le terrain. On remarque aussi que Chelsea n'a pas eu la moindre continuité tactique depuis le début de cette Coupe du Monde des clubs. Un coup, il joue à 3 défenseurs, le match d'après, il repasse à 4, pareil pour le milieu de terrain. Enfin bref, c'est très variable. Et il y a une dernière remarque à faire, Maresca a beaucoup fait tourner son effectif depuis le début de la compétition. Donc prévoir le schéma tactique plus la compo qu'il va utiliser contre Paris, c'est quand même compliqué. Surtout que Chelsea, ce n'est pas le club que je suis le plus. Mais bon, j'ai quand même ma petite idée. Surtout après avoir revu le match contre Fluminense. Dans ce match, Chelsea m'a plutôt convaincu offensivement et défensivement. Donc je pense que Maresca s'appuiera sur ce match pour préparer la finale. Voici à nouveau l'équipe qui a été alignée contre Fluminense. Donc comme je viens de le dire, je pense qu'une bonne partie de ces joueurs vont jouer la finale. J'ai juste 3 incertitudes. D'abord en défense centrale, le titulaire habituel c'est Colwill. Il n'a pas joué la demi-finale car il était suspendu, mais à mon avis, il reprendra son poste à la place de Tosin. Ensuite, au milieu de terrain, j'ai un doute concernant Caicedo. Il a pris un coup à la cheville pendant la demi-finale. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, il est déclaré incertain pour la finale. Donc si jamais il n'est pas apte, je vois Romeo Lavia ou André Santos le remplacer poste pour poste. Et enfin en attaque, je ne sais absolument pas si João Pedro sera aligné en pointe, parce que le titulaire du poste depuis le début du tournoi, c'est Liam Delap, qui était suspendu pour la demi-finale, mais il est de retour. Donc est-ce que Maresca choisira de maintenir sa confiance à João Pedro, qui vient de claquer 2 bangers contre Fluminense, ou va-t-il retitulariser Delap ? Je ne sais pas. Si de ton côté tu vois que j'ai oublié de mentionner des choses sur cette compo probable, ou si jamais tu estimes que je me suis trompé sur un truc, dis-moi tout ça dans les commentaires. Chelsea n'est pas forcément le club que je suis le plus, donc n'hésite pas à me balancer ton avis en commentaire. Bon, maintenant qu'on a posé le contexte, analysé les compos, il est temps de passer à la 3e partie, le focus tactique. Dans cette partie, je vais à nouveau m'attarder sur Chelsea. Bon, moi je pars du principe que la plupart d'entre vous connaissent déjà bien le jeu du PSG, on les a vus jouer toute l'année, et donc du coup, moi j'ai pas envie de faire durer la vidéo inutilement, donc on va aller à l'essentiel. Pour préparer cette vidéo, j'ai regardé le match de Chelsea contre Fluminense 2 fois, j'ai pris quelques captures d'écran et j'ai noté quelques points tactiques que je trouve très intéressants à te partager. Donc, on va y aller étape par étape et je te dirai à chaque fois ce que j'en pense. On commence par les phases de relance. C'est parti. Donc dans sa demi-finale, j'ai remarqué que sur ces phases de relance, Chelsea proposait un dispositif assez clair. Donc Cucurella, qui est normalement un arrière latéral gauche, venait systématiquement se positionner sur la même ligne que les 2 défenseurs centraux. Sur l'image, il forme une ligne de 3 défenseurs avec Tosin et Chalobah. Et juste devant cette ligne, on retrouve une pointe basse. Ici, c'est Caicedo. Et pour proposer un maximum de solutions à la relance, les 5 couloirs sont occupés par tous les joueurs de Chelsea. Donc l'aile gauche est occupée par Pedro Neto, le demi-espace gauche par Enzo Fernandez, l'axe par Cole Palmer et João Pedro, le demi-espace droit par Nkunku et l'aile droite par Malo Gusto. Et en cas de difficulté à la relance, Enzo Fernandez a tendance à décrocher pour proposer une solution de passe entre les lignes. Deuxième point tactique intéressant à voir, le rôle de Pedro Neto. C'est un ailier qui reste au large et qui a tendance à coller la ligne de touche. Et dans ce match contre Fluminense, beaucoup d'attaques passaient par son côté. Ce positionnement excentré permettait souvent à un de ses coéquipiers, donc dans ce match ça a souvent été Cucurella, d'attaquer le demi-espace gauche pour offrir une solution en soutien intérieur. Et régulièrement, Enzo Fernandez, lui, il restait en retrait pour offrir une deuxième solution de passe
au cas où la profondeur était bouchée. Troisième point tactique que j'ai relevé, le comportement de Chelsea sur les phases sans ballon. J'ai remarqué que cette équipe avait deux visages. Sur les phases de relance du gardien ou de la défense adverse, les joueurs n'hésitaient pas à exercer un pressing haut et intense pour gêner un maximum le porteur de balle et provoquer des erreurs, mais dès que Fluminense parvenait à sortir proprement de ce pressing et à s'installer dans la moitié de terrain de Chelsea, alors il n'y avait plus du tout de pressing et l'équipe jouait en bloc bas et passait en 4-4-2 très resserré. Donc d'après ce que j'ai vu contre Fluminense, Chelsea n'est pas une équipe qui presse pendant 90 minutes, comme le Paris Saint-Germain par exemple, mais c'est une équipe qui choisit plutôt ses moments. Et quand elle sent que la récupération du ballon est difficile, elle préfère se regrouper en bloc médian, voire en bloc bas, et attendre une erreur adverse. Dernier point que je voulais te partager, les coups de pied arrêtés. Chelsea dispose de très bons tireurs comme Enzo Fernandez, Cole Palmer ou Pedro Neto, qui sont capables de créer le danger sur chaque phase arrêtée. C'est aussi une équipe qui aime centrer, et pas forcément depuis les ailes, mais aussi à partir des demi-espaces. J'ai souvent vu Cole Palmer dans ce registre, ce qui rend leurs attaques plus imprévisibles. Il faudra donc que la défense parisienne reste concentrée, notamment Donnarumma, qui peut parfois montrer des fragilités dans ses sorties aériennes. Bon bah voilà, je t'ai dit tout ce que je savais sur cette équipe de Chelsea et sur cette finale. Donc si tu vois quelque chose à rajouter, n'hésite pas à le dire en commentaire. Je veux aussi connaître ton prono, donc dis-moi tout ça en commentaire. Ah oui, au fait, je n'ai pas fait de partie prédiction dans cette vidéo, parce que sans surprise, je vois le PSG gagner. Mais bon, ça reste une finale, tu me connais, je me mouille pas trop, donc je vois Paris gagner, mais attention quand même. En tout cas voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Si tu as passé un bon moment, n'oublie pas de mettre un like, c'est ma récompense et ça m'aide beaucoup. Et si tu es un supporter du Paris Saint-Germain, bon courage pour dimanche, que la force soit avec vous. Et nous on se retrouve rapidement la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi, passe une bonne fin de semaine et je te dis à très vite. Ciao ciao. Touchdown, buzzer beater, do it all now, top corner talking home run. Touchdown, buzzer beater, do it all now, top corner.